Et pour la séquence suivante, j'ai le plaisir d'appeler Hélène Hagen, ingénieure matériaux pour Valorplast, et Coralie Rambaud, chargée de projet recyclage des plastiques pour Paprec Group. On peut les applaudir. Merci de me rejoindre. Le COTREP, Comité technique pour le recyclage des emballages plastiques, créé en 2001 par Citeo, Ellipso et Valorplast, rejoint en 2020 par le SRP qui représente eh bien, les régénérateurs de plastique. L'objectif eh bien, de cette présentation, eh bien, ça va être de parler justement de l'avancée des filières de recyclage, de parler de l'élaboration des recommandations sur les nouveaux matériaux, de votre méthodologie et puis des résultats. Coralie, au sein de Paprec, vous avez la responsabilité de projet R&D et éco-conception. Je l'ai dit, vous représentez le SRP au sein du COTREP. Le SRP a recyclé en 2022 près de 400 000 tonnes d'emballage plastique. Voilà, pour donner une idée effectivement du poids eh bien, du SRP. Hélène, de votre côté, bien, Valorplast, vous agissez sur les projets R&D et conception, éco-conception. Valorplast, vous représentez les fabricants de résine et notamment une activité de reprise des emballages plastiques chez les recycleurs. Alors tout d'abord, Coralie, les avancées des filières de recyclage, filière par filière. Première question, quels sont les gisements disponibles? Ouais, on va commencer par ça. Donc, bon, c'est pas étranger pour vous, j'imagine. Le gisement, un chiffre. Les emballages ménagers en plastique mis sur le marché en France représentent plus d'1 million de tonnes par an. Donc dans ces emballages, on va avoir des bouteilles et flacons, des barquettes et des pots, des films principalement, qui sont représentés en termes de volume par le PET, le PE, le PP, le PS. Parmi tous ces emballages mis sur le marché, Vincent en a déjà parlé, il y a à peu près 65% des emballages qui sont considérés comme recyclables ou qui ont une filière de recyclage. Et ensuite, on va avoir 20% qui ne sont pas considérés comme recyclables car pas de filière de recyclage. Et les 15% avec une filière de recyclage en développement, et on va en parler. Alors justement, l'idée, c'est de parler filière par filière. Quelles sont effectivement les filières qui n'existent pas et celles en développement? Tout à fait. Déjà, on commence par parce qu'il y a des niveaux de maturité différents. Exactement. Donc déjà, on commence par les filières qu'on peut considérer comme historiques car en place depuis très longtemps. Donc les très connus, ça va être les filières de recyclage de PET, donc bouteilles et flacons, PET clair d'un côté, PET coloré de l'autre. Donc par exemple, pour les bouteilles en PET clair, on arrive très bien depuis des années à refaire de la bouteille avec. Pour les bouteilles et flacons en PET coloré, on est plutôt aujourd'hui dans la majorité sur une application fibre. Ensuite, en termes de polyolefins rigides, on a le PEHD et le Polypro rigide qui aujourd'hui ont des filières qui roulent sur une application majoritaire. Donc pour les PEHD, plutôt dans le tube de canalisation. Pour le Polypro, ça va être des applications diverses, des pièces injectées dans l'automobile, des produits de jardinage, etc. Et ensuite, deux autres filières un peu moins historiques, mais qui sont en place depuis longtemps, les souples en PE, qui aujourd'hui refont des stacks poubelles, et les autres rigides en PET clair, monocouche, sans opercule, grossièrement. Donc ça, c'est les filières historiques. Ensuite, on a les filières dont je parlais tout à l'heure. Ah non, qui n'existent pas, pardon. N'existent pas. En fait, celles-ci, comme expliquait Vincent, ce n'est pas des filières aujourd'hui qui représentent des volumes assez importants ou, économiquement parlant, pas assez viables. Donc, par exemple, on va avoir les emballages en PVC. Aujourd'hui, il n'existe pas de filière de recyclage pour ces emballages ménagers en PVC. De même pour les emballages ménagers compostables. Et puis ensuite, des emballages autres que PET, PE, PP, PS, comme on parlait tout à l'heure. Et puis enfin, justement, suite à l'appel à projet de Citeo, au changement, au développement des nouvelles filières, donc notamment les flux développement, il y a des nouvelles filières soit des filières qui sont mises à jour avec un objectif vraiment orienté retour à l'emballage. Donc ça va être le cas par exemple des bouteilles et flacons en PET coloré. Donc on a PET coloré vert avec une vocation de vraiment retour à la bouteille. Pareil pour les PET opaques blancs
les bouteilles de lait en fait en PET opaque qui ont une vocation de retourner à la bouteille. Pareil pour les pots et barquettes en PET. Donc là, il n'y avait que les monos clairs. Maintenant, on est en train de travailler, il y a la nouvelle filière sur les monos et les multicouches en cours de développement. Et enfin, vraiment les nouvelles filières, c'est la filière des souples PPPO, parce que jusqu'à présent, c'était que les souples PE. Donc maintenant, on regroupe tout et les régénérateurs doivent traiter les deux. Et la filière rigide en PS, qui se structure concrètement. Donc comme Vincent l'expliquait tout à l'heure, pour chaque filière, on a plusieurs lauréats qui ont été sélectionnés. Et parmi ces lauréats, en fait, certains vont faire du recyclage chimique et du recyclage mécanique. Donc des procédés de recyclage complètement différents, donc par le traitement, par le recyclage en lui-même, le retour à la matière première secondaire et à l'application finale parfois. Donc, il faut le rôle du COTREP, en fait, ça va être compte tenu de ces nouvelles filières à créer, en cours de création ou en cours de mise à jour, c'est de réfléchir à comment établir des recommandations d'éco-conception en prenant en compte les différentes méthodes de recyclage. Exactement. Alors, quelle est la méthodologie pour bien comprendre comment fonctionne le COTREP? Alors, avant ça, on va voir, pour ceux qui ne connaissent pas le COTREP, dans les grandes lignes, qui sommes-nous? Donc, vous avez déjà fait l'introduction, mais voilà, je le rappelle, c'est important. On est 4 entités qui ont pour objectif de représenter tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, on va avoir Valeur Place, qui représente les producteurs de matières plastiques, les LIPSO, qui va représenter les fabricants d'emballage, Citeo, les metteurs en marché, et puis le SRP, Syndicat des régénérateurs plastiques français, qui représente les recycleurs. Toute la chaîne de valeur est ainsi représentée. Voilà, autour de la table. Donc ça fait depuis plus de 20 ans que le COTREP existe. Un peu comme Vincent expliquait pour les groupes de normalisation, on a vraiment à cœur de prendre des décisions à l'unanimité. Donc c'est vraiment important qu'on se mette d'accord tous ensemble. Et puis après, on va travailler sur des protocoles, par exemple, qui prennent les spécificités du territoire français, la composition du gisement, les techniques de recyclage utilisées sur le territoire français. Puis après, bien sûr, on va émettre des avis techniques basés sur des tests. Et puis donc sur l'emballage existant, mais aussi sur les emballages innovants. Et voilà, pour information aussi, en 2022, on a voulu un peu asseoir le COTREP et continuer à développer ce COTREP en créant un GIE. C'est très clair. Rapidement, avant d'aller vers les recommandations d'éco-conception pour les filières qui viennent d'être créées ou qui sont mises à jour, un exemple des travaux qu'on peut faire au sein du COTREP. D'un côté, par exemple, c'est élaborer des protocoles de recyclage pour évaluer la recyclabilité d'un emballage en PE, PP, PET. Également un protocole de tri des emballages sombres. Est-ce qu'ils vont être détectables au tri optique, donc orientés dans la bonne filière de recyclage? Et après, donc ça c'est les parties protocole. Puis après, pour donner des avis techniques sur l'impact au recyclage d'éléments, ça peut être par exemple évaluer l'impact des buvards dans les barquettes en polypro par exemple, évaluer l'impact d'un manchon en PET cristal sur les bouteilles PET, le bi-orienté pour les souples, le VA, etc. En tout cas, nous, cette année, le gros sujet qui nous a bien occupés, c'était justement définir ces nouvelles recommandations dont on a parlé tout à l'heure, compte tenu des différentes technologies de recyclage qui existent, le chimique, le mécanique, et surtout les technos de recyclage tels que le chimique qui n'existent pas encore, qui ne sont pas sortis de terre, donc avec lesquels on ne peut pas faire de tests. Mais pour ça, Hélène va nous présenter déjà comment on fonctionne en général sur les recommandations d'éco-conception au COTREP. À vous la parole, Hélène. Merci. Donc, avant de rentrer un petit peu dans le détail des nouvelles recommandations qu'on est en train de mettre à jour ou de créer pour les nouvelles filières en développement, un rapide point sur les recommandations du COTREP d'une manière générale. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne ? On vient du coup classer tous les composants des différents emballages qui disposent d'une filière de recyclage aujourd'hui, et on vient les classer dans un tableau à 4 colonnes, à 4 couleurs, qui définissent en fait la compatibilité des composants de l'emballage avec sa filière de recyclage.
Donc on va de la compatibilité totale, donc le vert foncé, donc c'est vraiment ce qu'on pousse au niveau de la conception de l'emballage. Ensuite en vert clair, on va avoir la compatibilité partielle, donc c'est toléré, c'est-à-dire que ça fonctionne dans la filière de recyclage, mais on préfère ce qui est en vert foncé, on préfère un petit peu pousser ça parce que ça peut être perturbateur à certains niveaux. En orange, ensuite, on va avoir ce qui est du coup limité et du coup ce qui va avoir des impacts au niveau du processus de recyclage chez le recycleur ou au niveau de la qualité de la matière finale recyclée. Donc là, on va pouvoir le modérer par rapport, par exemple, à la quantité qui est mise sur le marché. On sait que ça va avoir un impact encore gérable par les recycleurs, donc on va le classer en orange à éviter, et ensuite en rouge, ça sera tout ce qui est complètement à éviter, puisque c'est très perturbateur, peu importe la quantité qu'il y a sur le marché. Donc pour établir ce classement, on va faire un état des lieux de tout ce qui existe en termes de composition d'emballage mis sur le marché ou en cours de développement sur les grandes résines qu'on a vues précédemment. Et on va venir classer en 4 grandes catégories les différents composants de l'emballage. Donc tout d'abord le corps de l'emballage. Donc là on va voir les résines qu'il compose, celles qui sont compatibles quand c'est également des complexes, les barrières, les additifs. On va rentrer dans tout ce détail au niveau des emballages. Ensuite, les systèmes de fermeture, donc par exemple pour les bouteilles, tout ce qui est bouchon, pompe, ou pour les barquettes, les opercules, les couvercles. On va regarder tout ce qui existe en termes de conception, de matériaux, également sur ces éléments-là. Ensuite, on regarde également la partie décor, tout ce qui vient décorer vos emballages avec des étiquettes, des manchons, les adhésifs pour les coller. Et une catégorie autres éléments où on va venir classifier tout ce qui n'est pas en fait déjà compris dans les catégories précédentes. Donc comment est-ce qu'on établit ce classement? Une fois qu'on a décortiqué un petit peu tout ce qui existait, on travaille sur 2 axes principaux. Le premier, c'est les retours d'expérience en fait des régénérateurs, des recycleurs. Il y en a qui existent depuis des trentaines d'années déjà, et on sait par expérience qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnent mal au niveau de l'emballage. Donc ça va être vraiment de l'expertise. Et ensuite, on va venir réaliser des essais, à la fois pour consolider des classements dont on connaît déjà à peu près l'orientation, mais également pour tester des innovations ou des emballages qu'on ne saurait pas tester dans notre tableau de recommandations. Et pour cela, on réalise des essais à 2 échelles. Donc, ça peut être à échelle industrielle, donc chez des recycleurs. C'est quelque chose qu'on fait moins souvent puisque c'est assez contraignant en termes déjà d'organisation à échelle industrielle. Il faut qu'on ait une très grande quantité d'emballage pour que ça soit représentatif dans un flux de recyclage. On mobilise du coup une ligne industrielle, on rajoute potentiellement des emballages qui seraient perturbateurs aussi, qui derrière arriveront dans des produits recyclés finis. Donc c'est quelque chose qu'on évite au maximum, mais qu'on réalise de temps en temps sur des besoins spécifiques au niveau de nos recommandations. Et on va du coup favoriser plutôt les essais à échelle pilote, qui sont du coup, l'échelle pilote, c'est une miniature en fait d'une unité de recyclage avec des équipements similaires, mais à échelle réduite. Donc on va avoir les mêmes équipements de type lavage, broyage, flottaison, granulation, comme sur une unité industrielle. Quels sont les outils pilotes disponibles à l'échelle nationale? Alors on travaille avec plusieurs laboratoires qui déposent d'unités pilotes. Donc il y en a qui sont existants depuis des dizaines d'années, avec qui on a l'habitude de fonctionner, comme PTI par exemple, basé en Suisse, qui travaille sur le recyclage du PET. On travaille également avec des nouveaux laboratoires pour essayer de tester des nouvelles lignes et d'avoir de nouveaux partenaires pour ces essais pilotes. Et on va également participer parfois au co-développement de certaines lignes pilotes. C'est le cas avec la ligne d'IPC à Oyonnax, qui a été co-développée avec le COTREP il y a 3 ans, 4 ans même, pour évaluer la recyclabilité des emballages souples ménagers. Et on travaille également pour l'adapter en ce moment pour évaluer le recyclage des emballages rigides en PEPP avec eux. Très clair, Hélène. Donc, un petit focus du coup sur ces essais justement, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, tout simplement, on se base sur des protocoles.
pour réaliser nos essais. Les protocoles, du coup, comme Coralie le présentait, qu'on va établir au sein du COTREP et qui sont publiés et disponibles sur notre site et consultables par tous. Donc on va avoir des protocoles par type de résine, puisque le recyclage de chaque résine plastique a des contraintes différentes, des process différents chez les différents régénérateurs. On va ensuite décider de si on réalise l'essai sur une ligne pilote ou sur une ligne industrielle, puis on va étudier les emballages qui seront à incorporer. Donc on va prendre une innovation par exemple qu'on veut tester ou quelque chose qu'on veut consolider dans nos recommandations. Donc ça va être l'emballage qu'on va venir tester. Et on va regarder quelle est sa pénétration sur le marché français en termes de quantité. Et c'est là-dessus qu'on va se baser du coup pour définir le taux avec lequel on va l'incorporer dans notre essai. On va vraiment se baser sur la réalité du marché français et on va aussi faire un taux plus élevé qui correspondrait à une projection de mise en marché plus élevée dans les années à venir ou un pic de concentration dans les balles de déchets qui arrivent chez les régénérateurs. Il faut également qu'on étudie ce cas de figure. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du COTREP, donc au niveau français. On teste vraiment ce qui est représentatif du marché, par exemple comparativement à ce qui peut se faire au niveau européen ou sur certains protocoles, il y a des taux d'incorporation à tester qui sont fixes, par exemple à 25% pour n'importe quelle innovation. Nous, on va vraiment regarder la quantité mise en marché et souvent on est plutôt inférieur à 10% par exemple en termes de pénétration. Donc voilà, donc pour vous donner un exemple, si je prends un emballage souple en PE, on va venir tester un type de barrière qu'il y a dans un emballage souple. On voit qu'il y a 2% de ce type de barrière qui existe dans les souples PE sur le marché, donc on va dire bon, on teste à 2%, et ensuite on sait qu'il y a une potentielle augmentation de mise en marché si cette barrière fonctionne bien, qui amènerait un taux de 5% d'intégration au niveau du marché. Donc on va tester ces deux taux-là, qu'on va diluer dans une matière de référence, du coup à ces taux de 2 et 5%. Et la matière de référence qu'on utilise au sein du COTREP, c'est de la matière recyclée, donc sortie des usines de recyclage industriel. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce qu'on veut vraiment mesurer l'impact de l'innovation qu'on est en train de tester sur la qualité de la matière recyclée réelle, du coup. On veut vraiment voir ce facteur d'accumulation, puisqu'il y a déjà des impuretés en fait, dans les matières recyclées, parce que tout n'est pas retiré pour avoir une matière 100% pure non plus à la fin en fonction des résines. Alors cette méthodologie, elle est utilisée pour établir les nouvelles recommandations. Exactement. Donc, on travaille du coup sur ces essais. C'est une grande part de notre charge de travail au sein du COTREP tous les ans. Et cette année, on a en plus, cette année et l'année prochaine également, un gros focus sur les nouvelles recommandations du coup liées au flux développement qui a été présenté précédemment. Donc on va venir mettre à jour certains tableaux qui existaient déjà comme sur le PET opaque ou sur les barquettes en PET monocouche et on va créer des nouveaux tableaux pour certains qui n'existaient pas. Pour cela, du coup, on se base sur les lauréats en fait, du coup, de l'appel d'offres de Citeo que Vincent a présenté juste précédemment pour définir avec eux qu'est-ce qui est perturbateur ou compatible sur tous les éléments composant l'emballage donc dans leur process. Donc ça peut être soit des lignes qui sont déjà existantes pour certaines, soit des lignes qui sont en cours de développement, en cours de construction pour d'autres, et qui ont que des lignes pilotes, voire même laboratoire pour certains. Donc on va se baser vraiment sur plutôt la catégorie, on va dire, expertise, retour d'expérience des recycleurs, pour définir avec chacun d'entre eux quel serait du coup leur classement idéal des différents composants d'emballage. Et ensuite, au sein du COTREP, on va faire le travail de compilation de l'ensemble de ces données-là. Donc, par exemple, sur le PS, par exemple, on a un recycleur mécanique et un recycleur chimique qui ont été sélectionnés par Citeo. Et donc là, on doit faire un consensus de leur classement individuel pour à la fin n'avoir qu'un seul tableau de recommandations sur le polystyrène qui soit disponible pour tous les fabricants d'emballage et metteurs en marché. Donc c'est un vrai travail de consensus qu'on mène au sein du COTREP qui n'est pas toujours facile et qui est nouveau également pour nous puisqu'on travaillait avant plutôt sur des process qui se ressemblaient, donc sur recyclage mécanique majoritairement, même si chaque process est un petit peu différent, il y a les mêmes bases, on va dire.
Et donc, pour vous donner un exemple, par exemple sur le polystyrène que j'évoquais justement, par exemple, on va classer les opercules base PET, donc qui sont décomplexés, par exemple PET papier, PET alu. On va regarder donc sur le recyclage mécanique, c'est pas compatible avec le recyclage du pot en polystyrène. Enfin, le PET ne se recycle pas avec le polystyrène, mais par contre, le recycleur dispose de bains de flottaison, donc de densité par densité en entrée de son processus, qui vont permettre en fait de séparer les opercules en PET du polystyrène puisqu'ils ont une densité différente dans l'eau. Donc, il va réussir à les retirer ces opercules et au final, elles vont pas tant le déranger que ça à la fin pour sa matière recyclée finale. Donc ça va être plutôt compatible au recyclage de par le processus existant chez le recycleur. Et si on regarde de l'autre côté au niveau du recyclage mécanique, si le recycleur chimique n'est pas équipé d'un bain de densité, il se retrouvera du coup avec ses opercules PET dans sa matière. Et donc ce recyclage mécanique, c'est de la pyrolyse. Et le PET apporte de l'oxygène au niveau de la pyrolyse, ce qui est perturbateur au niveau du procédé. Donc, ça va par exemple plus le déranger s'il n'a pas ce process de séparation en entrée. Mais là aussi, du coup, le travail qu'on réalise, c'est au niveau du COTREP, c'est qu'on sait du coup quelle quantité il y a sur le marché au niveau de ces opercules PET, par exemple. Et on arrive à voir avec le recycleur si les quantités sont vraiment perturbatrices ou non. Donc, au regard de la mise en marché, par exemple, on a réussi à conclure que c'était tolérable aujourd'hui au niveau pour le recycleur chimique. Donc on va pouvoir classer ces opercules en vert ou en orange plutôt qu'en rouge. Donc voilà, c'est trouver un consensus entre les deux pour tous les éléments des emballages. Peut-on faire un état des lieux, des recommandations, celles qui ont été récemment publiées et celles qui sont en cours de préparation, qu'on y voie clair? Oui, bien sûr. Donc un état des lieux sur ce qu'on est en train de faire donc, sur ce schéma-là, qui sera du coup consolidé par des essais, bien sûr, dans les années à venir, et des protocoles qu'on est en train d'élaborer aussi pour certaines des résines. Donc on l'a évoqué très rapidement, mais voilà, donc les recommandations donc, du COTREP pour les emballages rigides en PS ont déjà été publiées en juin de cette année et sont disponibles sur le site du COTREP. Nous venons également de publier les recommandations pour les emballages souples PP et PPPE là, en novembre, il y a quelques jours, semaines. Et donc, on voit que vous suivez vraiment avec une vraie coordination bien les appels d'offres Citeo. Et donc, on peut attendre effectivement de nouvelles recommandations dans les mois à venir pour les pots et barquettes PET clair. Exactement. On aurait pu tout faire d'un coup, mais niveau charge de travail, c'est pas possible de tout sortir et de tout mettre à jour en même temps, malheureusement. Mais donc, on s'est focalisé notamment sur le polystyrène et les soupes PPPE qui ne disposaient pas encore de tableau de recommandations existants. Et donc maintenant, on se focalise plus sur les pots et les barquettes en PET clair. Donc il y a deux tableaux différents qui vont exister. Donc le tableau des barquettes mono PET qui existe déjà et qu'on va mettre à jour au regard des lauréats de l'appel d'offres de Citeo. Et un nouveau tableau qu'on va bientôt publier sur les barquettes complexes en PET-PE majoritairement. Voilà, donc fin d'année. Voilà, ça c'est prévu fin d'année, même dans les semaines, jours à venir, on espère. Et enfin, on va travailler donc plutôt début 2024 sur la mise à jour des recommandations des bouteilles PET colorées et opaques. Voilà. Merci à vous. On peut vous applaudir toutes les deux pour votre intervention qui permet de mieux comprendre comment sont élaborées les recommandations du COTREP et puis avec une actualité très riche qui suit effectivement eh bien, la construction des filières de recyclage dont on a parlé avec Vincent. Séance de questions-réponses, c'est le moment eh bien, d'interroger nos trois experts autour de la table. Un micro circule, n'hésitez pas à vous manifester. Alors monsieur, au fond, à votre gauche Manon, merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Régis Debillan, Torre Film Europe. Bonjour Vincent. Je voudrais avoir ton avis par rapport aux deux filières en cours qui sont préparées par Citeo aujourd'hui, qui sont le PS et les souples PPPE. Qu'est-ce qui va se passer si la législation européenne en PPWR, les règles soient complètement différentes? La question est pour Vincent. Alors, il y a deux choses, comme je l'ai dit. C'est qu'il y a les deux étapes. Est-ce que la filière existe? Et puis après, les règles de conception.
Est-ce que la filière existe? Ça sera un fait. Si on crée les usines et qu'elles tournent, ça va fonctionner. Alors il y a encore un petit débat européen. Au début, la Commission se disait il faut que 85% des Européens mangent de la même façon, je caricature, et ont le même emballage pour qu'on considère continue de l'autoriser sur le marché. En gros, si le PS n'est pas recyclé dans toute l'Europe, on arrête le PS. Sauf qu'en fait, ça masse complètement le fait que ça force les Allemands à manger des yaourts par 4. Et nous, ça nous force à manger de la saucisse sous vide en PEPA. Les usages de consommation sont très différents. En fait, ça gomme complètement cette connaissance sur la consommation des Français. Donc voilà, donc ça, c'est en train de sauter au niveau européen. Donc oui, la filière va exister. Donc là, premièrement, je coche la case. Et ce sera vrai. Et en fait, cette case PS, on en a besoin pour la France, on en a besoin pour l'Espagne, l'Italie, à minima, où il y a plein de tonnes. Sur les souples, on en a besoin pour tout le monde. Le souple PP, on a besoin de cocher la case pour toute l'Europe. Et après, c'est les critères. Donc là, à date, la réglementation française s'appuie sur Citeo pour savoir qu'est-ce qui est recyclable ou pas. C'est le décret QCE, publié en avril l'année dernière. Et nous, on s'appuie sur le COTREP pour le plastique. Donc pour l'instant, là, jusqu'à nouvel ordre, c'est vraiment ça qui fait foi, c'est la France. Maintenant, demain, les normes sont publiées, PPWR est publié, etc. On s'alignera. Hein. On ne va pas vous faire des recos volontaires qui sont complètement contradictoires avec ce qu'on vous demande dans le droit. Donc tant pis si ce n'est pas exactement notre réalité française, voilà, mais au nom de l'harmonisation, on va essayer de le faire, voilà, de s'harmoniser. S'il y a vraiment des grosses erreurs, c'est le boulot du COTREP d'aller à Bruxelles et d'aller défendre notre spécificité. Mais au regard de votre expertise, est-ce que ces évolutions, elles sont à la marge ou est-ce qu'il peut y avoir des évolutions qui remettent tout en cause en termes de conception des emballages pour les professionnels qui sont dans la salle? On est encore sur des brouillons, mais juste pour donner un exemple, vous êtes peut-être dans la salle des gens qui avaient manipulé ces différents certificats européens et qui avaient entendu parler de Recyclas, qui est un peu connu au niveau européen sur des recours de recyclabilité. Aujourd'hui, il y a plus de 200 différences entre les tableaux COTREP et les tableaux Recyclas, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Et dans les normes, ce débat-là arrive. Et voilà, et on est en train de se rapprocher. C'est tout le but des normes, c'est de se rapprocher pour qu'il n'y ait pas trop de différences. Après, voilà, il y a des... que dire sur les... par exemple, on parlait des souples PP, si je vais là-dessus. Je pense qu'on est les seuls à avoir bossé sur du design pour du recyclage chimique. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et personne ne l'a fait. Donc en gros, c'est nos recos, en gros, qui vont être portés à Bruxelles. Et il n'y aura pas grand monde en face pour les contredire, parce qu'on est les seuls à avoir bossé là-dessus. Sur du recyclage mécanique de PS, il y a un peu plus de visions différentes, bien sûr, et donc ça demande de négocier. Merci pour cette réponse, Vincent. Une autre question dans la salle, oui. Devant. Parfait, on vous amène le micro. Vous êtes en pleine lumière pour poser la question. Merci de vous présenter. Bonjour, je suis Héloïse de la société Europlastique. Je m'interrogeais par rapport aux PBT et aux tritans qui ont été identifiés comme des matériaux potentiellement acceptables pour le réemploi, qu'on ne retrouve pas dans les filières en développement. Voilà, quelle est votre position aujourd'hui sur le sujet? Vincent, alors peut-être repréciser ce que sont ces matériaux pour tout le monde. En fait, on parle de PET par exemple depuis ce matin, mais personne dans la salle ne sait définir PET. C'est pas normé en fait. Rien que le mot PET n'existe pas. En fait, c'est un mot virtuel qui rassemble plein de plastiques différents, de grades différents. Et dans la famille des polyesters et des copolyesters, on trouve du PBT, du tritan, mais même du PLA. Ça fait partie des polyesters. D'accord. Et voilà. Et donc en fait, et dans la cosmétique notamment, on a plein de copolyesters qui sont pas du PET, mais qui s'en rapprochent dans les formulations. Voilà. Et donc là, on a dans le monde du réemploi des nouveaux matériaux qui sont peut-être les bons pour le réemploi, mais qui n'ont pas leur filière usage unique. Nous, ce qu'on se dit, alors, c'est deux choses. C'est un, si tout va bien dans le réemploi, c'est pas censé être dans le bac jaune. Vous êtes censé le ramener quelque part et il y a quelqu'un qui lave et quand l'emballage est cassé, il le met au recyclage. Donc en fait, ça ne va pas passer par notre étape de tri. Déjà, ça change tout de notre reco. Et après, se pose la question, quel est le recycleur? Est-ce que c'est un recycleur d'emballage ménager? Boum, ça retombe chez le COTREP. Par exemple, si on fait du PP réemployable, on va retomber dans le COTREP, vraisemblablement, vu que ça va être les mêmes recycleurs. Par contre, quand je fais du tritan, aujourd'hui, j'ai pas de reco. C'est nouveau. Et du coup, ça, c'est tout la suite du boulot. C'est d'aller voir, est-ce qu'il y a un recycleur de tritan? Donc là, on est en train de parler, par exemple, de McDo, qu'il y en a vous pouvez l'utiliser dans les McDo, ce tritan. Donc voilà, est-ce qu'on a un recycleur pour ça, pour les rebuts? Si oui, c'est quoi ces critères de design? Et demain, on devra faire sans doute un tableau là-dessus. Et juste pour compléter, si ces emballages ne sont pas recyclables dans une filière de recyclage emballage ménager,
Ils auront sûrement une filière de recyclage dédiée dans le cadre du réemploi, mais on les évaluera également dans la filière emballage ménager, puisque le geste du tri de consommateur peut aussi être de le mettre dans le bac jaune. Donc ça pourra aussi avoir un impact au niveau des emballages, du recyclage des emballages ménagers. Donc ce sera aussi à évoluer sur cet aspect-là. Donc à prendre en compte par le Cotrep également. Notamment. Ouais, et l'inox dans le métal. Et l'inox, le Cotrep, enfin voilà, l'inox l'inox non magnétique, c'est un polluant des centres de tri et des flux aluminium en emballage ménager. Donc on va tous faire les efforts nécessaires pour que ça n'aille pas dans le bac jaune. C'est ça. Et on en parlait hier avec un prix de consigne sur ces barquettes qui sera relativement élevé pour qu'on hésite à 2 fois avant de les mettre à la poubelle. Autre question, des commentaires, des témoignages? Oui, madame. Alors merci de vous présenter. Oui, bonjour. Christine, société Tetra Pak. Je suis en charge de l'amélioration de la recyclabilité des briques alimentaires chez Tetra Pak. Et je me pose la question des travaux que vous faites en France sur la recyclabilité des emballages qui ont 2 étapes de recyclage. Donc, dans les briques alimentaires, la fibre est enlevée d'abord et ensuite reste un mélange polyéthylène-aluminium qui n'a en fait aucune existence au niveau des travaux puisqu'on n'est pas classé comme, classé comme emballage carton. Et donc, cette 2e étape de recyclage, que deviennent les souples PE alu dans vos travaux? C'est ma question. Encore Vincent. Alors, qu'est-ce que ça devient? En fait, le flux secondaire, par exemple, je vais sortir de l'exemple de la brique, mais par exemple, les bouchons sur les bouteilles PET, ils sont recyclés. On a de la donnée des recycleurs. Du coup, on les prend en compte dans la méthode comme une partie qui est recyclée. Sur la partie plastique alu ou plastique des briques, ce qu'on appelle communément une fois recyclé le polyal, mais bon, c'est la partie plastique alu ou plastique. En fait, on est dans la phase où on demande de la traçabilité des données. Donc là, il y a un travail avec ACN en France pour avoir de la donnée là-dessus, que les recycleurs nous remontent les tonnes vraiment recyclées par rapport aux mises en marché. Pour pouvoir se dire, et les débouchés, un peu de l'information sur les débouchés, pour voir si on peut le considérer ou pas, comme les bouchons sur les bouteilles PET, tout bêtement. Et ce sera pareil pour n'importe quel autre élément associé. C'est pareil sur une capsule en métal sur une bouteille en verre. Le métal va être récupéré et recyclé, sur un bocal en verre, par exemple. Donc c'est pareil, c'est un flux secondaire. Si j'ai des chiffres de la traçabilité et un recycleur derrière, je peux le prendre en compte en fait dans mon calcul tout bêtement. Coralie. Ouais, si je peux juste ajouter pour bien clarifier, typiquement donc c'est du plastique, mais les comités techniques de recommandation, c'est vraiment par filière de recyclage. Donc c'est pour ça que ça a plutôt du sens d'aller vers le CEREC plutôt que le Cotrep. Donc le Cotrep, comité technique des emballages en plastique, ne prendra pas en compte les recommandations des films alu qui viennent des tétras, effectivement. C'est clair pour ces éléments de réponse. Merci à vous. D'autres questions? Oui, d'abord monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, Jean-Marie Plénet, société DINAC, groupe Gerflor. On utilise du manchonnage cristal avec un film PVC actuellement qu'on a passé à du PET. Et on voudrait savoir si le PET a un avenir dans l'emballage manchon. Question très précise. Qui veut répondre? C'est du souple. C'est un PET souple. C'est sur des bouteilles en PET, par exemple? Non, sur des profilés aluminium. Donc c'est pas de l'emballage ménager, si je comprends bien. On se retrouve dans l'emballage ménager dans les poubelles jaunes. Ouais. C'est un profilé aluminium de grande consommation. Et c'est l'emballage qui va autour de ce profilé-là. En PET. Alors, étude de cas directement en live, Hélène. Donc, comme Vincent l'a précisé dans ses explications, mais aujourd'hui, du coup, la filière emballage souple du flux développement, du coup, qui est reprise par Citeo, sera recyclée pour les résines majoritairement en polyolefine. Donc PE, PP ou PP, PE, mais le PET va venir être plutôt perturbateur du coup de ces filières de recyclage. Ce qui veut dire que tous les manchons qu'on retrouve dans la cosmétologie, tout ça seront aussi à changer alors. Là, vous parlez de manchons sur emballage rigide ou sur une bouteille rigide ou sur un... Bonjour, c'est peut-être plus facile d'expliquer. En fait, c'est juste le film PET qui est sur directement le produit. Donc il n'y a que ça en fait. Il n'est pas comme sur une bouteille. Oui, donc le corps de l'emballage, c'est un souple. Oui. Dans ce cas-là. Exactement. Hélène ou Vincent?
Donc ce qui est interdit, c'est 2030, basé sur les rococotrep. Il n'y aura pas de recyclage pour les souples PET, clairement. Donc ça, c'est acté, c'est sûr. Alors, le seul souple, parce que nous, dans notre langage, c'est un rigide, parce que les Français le jettent avec, c'est l'opercule. L'opercule, il peut rester en PET sur une barquette PET, c'est très bien. Comme ça, on n'a que du PET. Mais c'est un cas particulier. Et sur les manchons, du coup, dès qu'on va entourer un produit pour le protéger avec un film, et que le consommateur, finalement, face à sa poubelle, il jette un film, ça, si c'est en PET, ça sera interdit en 2030. D'accord. PVC aussi. Mais alors, quelles sont les alternatives? Et bah, du coup, il faut aller sur des... Alors, soit il y a d'autres matériaux, du papier, soit il faut partir sur des polyolefines, PE ou PP, ou soit il faut carrément partir sur du rigide quand je n'ai pas la solution technique. Et par contre, voilà, la question c'était les manchons sur les bouteilles. Bah, aujourd'hui, on va recommander des manchons qui flottent en fait, les seuls qui sont autorisés. Donc par exemple, encore une fois, le manchon PET sur une bouteille PET, c'est rouge, interdit de mise en marché. Donc c'est 11 000 tonnes à changer exactement. Parce qu'on a fait le boulot au COTREP de savoir combien on a de tonnes à changer. Voilà, pour expliquer toujours la même logique de on comprend le marché avant de faire des recos. Et pour le coup, là, il y a des manchons alternatifs qui sont soit en polypropylène, soit qui sont des complexes qui flottent en fait et qui nous protègent le flux PET. En base PET, du coup, qui pourraient flotter également et qui sont du coup moins perturbateurs. Moins perturbateurs. Très clair pour ces éléments de réponse. Il y avait une question ici. Merci de vous présenter. Bonjour, Anne-Sophie Bonin, groupe SEB. Moi, j'ai une question sur le polystyrène expansé. Parce que je vois sur le site du COTREP que donc manque de connaissances sur le comportement au tri des emballages en PSE de densité inférieure à 0,8 et le COTREP est en attente des résultats de ces études pour émettre des recommandations. Est-ce que vous avez eu les résultats de ces études ou pas? Alors, qui veut répondre? Hélène ou Coralie? Alors là, vous parlez des calages, expansés en calage. Nous, on parle dans ce cas-là des emballages expansés, plutôt des barquettes, des pots, etc. C'est pour ça que... Vous êtes sûr? Non, oui, enfin, oui. Là, on compte vraiment... les deux en fait. Il y a vraiment les deux. Il y a en fait, la difficulté du calage, en fait, c'est deux sujets complètement différents. La barquette XPS, là, le PS expansé, clairement, ce que dit Coralie, on attend des résultats de tri là-dessus. Parce que c'est vraiment le tri qui va nous influencer notre classement final. Et aujourd'hui, ça flirte avec le 50 et on a ce seuil de 50, de vous dire oui ou non. Donc, en gros, on sait que ça se trie pas bien. Mais est-ce que ça passe le 50 ou pas? On ne sait pas encore et c'est pour ça qu'on retarde notre classement. Sur le PSE, c'est un cas un peu plus compliqué et on en discute avec vous. Chez Citeo, c'est qu'il y a de la collecte en emporté livré, qui est un Dorty, qui repart avec les emballages PSE et qui les recycle très bien. Il y a de la collecte en déchetterie et de la collecte en bac jaune. Donc là, il n'y a aucune donnée là-dessus. En bac jaune, je connais. Les deux autres, on n'a aucune donnée. Donc là, on est en train de se dire, oula, alors il va falloir quand même mapper tout le truc pour comprendre. D'ailleurs, on est en train de pousser plutôt tous ensemble la filière plastique à une collecte hors bac jaune pour les calages, parce qu'on voit bien que ça coince un petit peu dans le bac jaune. Donc c'est un peu nouveau ça, mais on a eu le loquet des pouvoirs publics pour travailler là-dessus avec les collectivités locales, plutôt via les déchetteries, mais plutôt de se dire, il faut que j'arrive à comprendre vraiment ce qui se passe sur les emballages qui sont ramenés dans les usines, des distributeurs, ce qui se passe dans les déchetteries et ce qui se passe dans le bac jaune, pour pouvoir faire un avis final. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours avec toute la profession, pour arriver et puis ensuite alimenter le COTREP et que le COTREP nous dira ce qu'il en pense quand ça finit notamment dans le bac jaune parce que ça finit chez un recycleur dédié PSE ou que ça finisse dans le bac jaune, le COTREP est pertinent après sur le design. Et juste l'échéancier pour qu'on ait un élément un peu de visibilité. C'est en cours. Pendant très longtemps, c'était pas un sujet en fait. Une des difficultés, c'est que moi je pense que calage PSE accélérer la recyclabilité parce qu'on en a besoin de ces calages. Il y a plein de produits qu'on ne sait pas remplacer en carton. On pense que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Et ça augmente des taux de casse, etc. Et donc du coup, accélérer sur le recyclage, en fait, sur des calages PSE, moi je pense que j'en parle chez Citeo depuis 2016 et que nos clients nous disent oui, ça tourne, c'est pas prioritaire, enfin c'est pas un sujet numéro 1, en tout cas à prioriser. Et du coup, on a eu du mal à le prioriser tout bêtement. Et là, l'échéance de 2025 arrive avec la loi climat. Et donc ça s'accélère, et donc voilà, on est en train d'apporter les réponses là. De toute façon, ce sera dans les prochaines semaines, voilà, c'est ça, pour qu'on puisse derrière statuer. Et puis après, il faut convaincre l'État, enfin c'est ça aussi, hein, parce que derrière, il y a la loi 2025 sur que notre décision est la bonne. Entendu, merci pour ces éléments de réponse. Alors, on a le temps pour une dernière question. Je suis désolé pour les autres questions qui pourront être posées à nos intervenants. Et bien après leur intervention, madame au milieu. Merci de vous présenter, c'est la dernière question, avec des réponses rapides s'il vous plaît. Bonjour à tous, Julie Velté, je travaille pour la société Califorme en flaconnage plastique à destination des cosmétiques. Donc j'ai une question pour le PET coloré.
Enfin, ça va se décliner en 3 questions, j'en profite, vu que je suis la dernière à passer. Donc j'entends que les études, vous travaillez à recycler un flacon PET coloré en alimentaire, à refaire un flacon derrière, plutôt que de les laisser en plastique. Donc je l'entends pour le flacon coloré translucide, le flacon opaque. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qu'on fait des flacons opaques colorés? Est-ce que ça va redevenir un flacon derrière ou pas? Parce qu'il y a deux catégories. Deuxième question, nous en cosmétique, on aime bien les couleurs pour se démarquer. Est-ce que le fait de refaire bottle to bottle, ça ne va pas inciter les clients à colorer leur pack et donc du coup derrière à dégrader la matière recyclée? Et troisième question, du coup, si on repart en matière recyclée pour de l'alimentaire, enfin pour de la bottle in bottle, quelles vont être les problématiques de décor, puisqu'en cosmétique, on fait beaucoup d'impressions directes, de la sérigraphie, etc., sur les décors pour la matière recyclée derrière. Alors, il y a beaucoup de questions. Hélène? Oui, je vais essayer de répondre rapidement. Alors, rapidement. Du coup, sur la filière de recyclage, donc PET coloré, ça inclut également les opaques colorés dans le flux, en mélange. C'est en cours de développement du coup, sur les recycleurs qui ont été sélectionnés par Citeo, mais il est probable du coup, qu'il y ait du retour à l'emballage alimentaire sur certaines couleurs en spécifique, et pas forcément sur toutes les couleurs. Du coup, les couleurs qui seraient résiduelles pourraient revenir sur d'autres applications qui ne seraient pas de l'emballage alimentaire. Ça pourrait être les fibres, comme c'est le cas aujourd'hui, ou d'autres applications également. Donc voilà, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là. Sur les décors? Sur les décors, en termes de la matière recyclée, normalement, doit être assez proche du vierge en termes de réincorporation. Donc peut se travailler également sur les différents décors, je pense. On va vraiment voir ce que font les recycleurs. Est-ce qu'ils gardent que les bouteilles vertes? Et en fait, les bouteilles vertes, c'est de l'eau gazeuse. Et donc, du coup, ça, on refait de la bouteille. Et puis le reste, on ne fait pas de la bouteille, les autres couleurs. Ou est-ce qu'on met toutes les couleurs ensemble et on accepte une couleur un peu variante sur notre RPET? Donc ça, c'est vraiment le pari des recycleurs. Ils sont en train de tester les deux, sans surprise. Voilà, sans secret. Et donc ça va nous donner les règles de décor. Après, il y a des choses que je peux déjà vous dire. Une décor où vous mettez du métal sur du PET, ça ne marche pas. Voilà, donc ça on peut déjà se le dire. Ouais, on est bien d'accord. Voilà pour...